BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau format d'Hebdocom. Au sommaire de l'actualité, Too Good To Go débarque sur vos écrans TV. Et oui, l'application de lutte contre le gaspillage alimentaire arrive sur les chaînes hertziennes et la TNT avec un spot produit par l'Atelier B. Et pour l'occasion, nous recevrons en plateau sa directrice générale, Sarah Chouraki. Avez-vous choisi la montagne cette année? Si ce n'est pas le cas, Ouigo veut vous convaincre. La marque et Rosa Paris ont imaginé une nouvelle campagne digitale pour leur nouvelle destination enneigée à bas prix. Rebecca Blanc-Lelouch a pu interviewer le directeur général de Ouigo, Stéphane Rabbach. Et comme chaque semaine, on prendra le temps pour faire un bon décryptage. On parlera en plateau avec Laurent Landel, président de Bonial. Selon la dernière étude, le secteur du retail veut abandonner le prospectus papier pour améliorer son image. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et toujours en plateau avec les experts de la com. Tout d'abord, Frédéric Roy de CB News, rédacteur en chef. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, on va décrypter les grandes tendances de cette semaine. Éric Jaoui, notre chroniqueur tendance digitale. Merci d'être avec nous et de continuer cette aventure avec nous. Et tout de suite, c'est l'heure du Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Sarah Chouraki. Bonjour. Vous êtes directrice France de Too Good To Go et cette semaine, vous diffusez votre premier spot TV. Tout d'abord, félicitations. Merci. Too Good To Go en France, c'est 11 millions d'utilisateurs, 26 commerçants partenaires, 33 millions de repas sauvés depuis 2016, 140 employés en France, à Paris et région. Et en France, Too Good To Go est la deuxième application Food and Drink la plus téléchargée sur le Google Play Store et la cinquième application Food and Drink la plus téléchargée sur l'Apple Store. On ne peut pas commencer cette émission sans écouter un petit bout de cette pub. Allez, c'est parti. Chez Too Good To Go, on sait qu'on aime tous beaucoup trop la nourriture pour la gaspiller. Tous les jours et près de chez vous, des milliers de commerçants vous proposent sur notre application des repas à petit prix. Téléchargez Too Good To Go et sauvez des repas anti-gaspi partout en France. Sarah Chouraki, belle pub. Pourquoi se lancer dans un spot TV à l'heure des réseaux sociaux ? C'est une bonne question. Nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux puisqu'on veut vraiment être un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on crée du contenu régulièrement pour une communauté qui nous suit. Et aujourd'hui, en fait, on voulait quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais encore fait. Et c'était notamment de pousser une nouvelle norme zéro gaspille en ce début d'année avec des nouvelles résolutions pour donner un ton léger et fun. Et surtout, en fait, toucher une cible qu'on n'a pas forcément, notamment parce que nous, on a souvent un angle assez écolo, pour notamment dire que le gaspillage alimentaire, c'est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre, et il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça. Et du coup, là, c'était un peu revenir à quelque chose de plus léger, de dire que chacun d'entre nous, on fait des gestes de zéro gaspille tous les jours, et qu'en fait, on les met à l'honneur. Et en même temps, c'est de dire, aller un peu plus loin, et montrer en fait que l'application c'est quelque chose d'extrêmement simple et le montrer vraiment au grand public et au plus grand nombre. Et c'est vrai que la télé, ça reste encore un média qui du coup est très regardé. Alors c'est quoi cette cible dont vous parlez, que vous voulez toucher justement avec ce spot TV ? Alors nous on veut être assez large, c'est aussi ça, c'est qu'on ne voulait pas cibler une cible en particulier. Donc en fait c'est vraiment les hommes et femmes qui sont dans les 25-59 ans et vraiment du coup c'est partout en France. Et c'est vrai que la télé est un média de masse. Frédéric ? Alors vous avez choisi, si je puis dire, de ne pas avoir d'agence de pub. C'est une boîte de prod qui a produit le film, en l'occurrence. Pourquoi ce choix ? Ça a été aussi parce qu'en fait, on a décidé de se lancer assez vite pour le diffuser en ce début d'année. Et qu'en interne, en fait, on a plein de gens passionnés qui connaissent extrêmement bien aussi les personnes qu'on cible. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait le faire en interne de manière hyper agile. Et on espère en tout cas que le résultat le prouve. Éric ? Votre digital, il est vraiment conçu comme un magazine avec des conseils sur le gaspillage. Et là, votre spot, il a aussi un côté pédagogique. Est-ce que c'est important d'éduquer sur le gaspillage aujourd'hui ? Ouais, nous, c'est vraiment notre double ambition. En fait, on veut à la fois éduquer, inspirer le plus grand nombre en montrant des choses faciles qu'on peut faire dans notre quotidien et à la fois donner des clés pour agir, justement. Et donc, c'est notamment, par exemple, l'application. Mais c'est pas seulement l'application. Donc, nous, on veut montrer les deux. En fait, on veut montrer que dans le quotidien, on fait des choses. Donc, ramasser un croissant, finir une assiette, etc. Et aussi, on peut aller plus loin parce qu'il y a du gaspillage alimentaire dans les commerces.
Et là-dessus, en fait, chacun peut aller sauver un panier facilement au coin de la rue. Avec votre spot TV, on pense aussi un peu à la campagne, par exemple, de Biocoop réalisée par Fred et Farid de Paris. Ils ont poussé le concept vraiment à fond en créant une campagne, elle aussi, éco-responsable, du transport des équipes, aux technologies, etc. Est-ce que c'est votre cas également ? Oui, en fait, on fait toujours attention, en tout cas, quand on voit nos agences, pour prendre ça en compte. Et c'est aussi l'avantage de le faire aussi rapidement dans un lieu plus clos. Ça permet aussi de mieux gérer ça. Frédéric ? Et comment vous faites cette campagne vous changez de dimension en quelque sorte, parce que vous vous adressez au plus grand nombre. Comment est-ce que vous allez mesurer le succès ? C'est le nombre de téléchargements de l'appli ? Oui, en effet, c'est une des parties, c'est quand même le téléchargement de l'appli, parce que c'est ce qu'on appelle en fait quand même à la fin du spot. Mais ça va être quand même aussi de mesurer le nombre de paniers qui vont être sauvés en plus. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut aussi, c'est avoir un impact direct et qu'on télécharge l'appli et qu'on aille chercher des paniers. C'est aussi pour ça qu'on voulait montrer cette personne qui va chercher dans le commerce. Et justement, comment est-ce qu'on encourage les changements de comportement via la communication ? Pour nous, c'est vraiment montrer que c'est extrêmement simple. En fait, c'est vraiment ça la base en fait de toute chose, c'est vraiment montrer que c'est simple et que c'est partout autour de chez nous. Et je pense qu'en fait, en plus de la campagne télé, c'est aussi sur ça qu'on pousse sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, c'est plus de 10 millions de Français. C'est un Français sur 7 qui a déjà fait télécharger l'application. Donc c'est vraiment pourquoi pas vous, si jamais vous l'avez pas eu. Et après, c'est 26 000 commerçants, donc c'est forcément autour de chez soi. Donc c'est vraiment juste se dire, allez, essayez. Comment on fait justement pour penser une campagne responsable sans tomber dans le greenwashing ? Je pense que c'est la difficulté de beaucoup d'enseignes en ce moment. En fait, nous, on a un point qui est toujours de dire, en fait, faut pas parler, faut faire. Et du coup, après, on parle de ce qu'on a fait. Et nous, c'est en engageant au quotidien des commerçants, des utilisateurs. Et en fait, avec des chiffres, avec plus de 33 millions de paniers qui ont été sauvés de la poubelle en France, ça, en fait, c'est des choses factuelles. Et donc, on ne peut pas dire que c'est du greenwashing parce que ça existe. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est une règle en pub. On peut embellir la vie, c'est ça, c'est le rôle de la pub, mais il ne faut pas mentir. Ah oui. Et le greenwashing, c'est un mensonge. Voilà. Oui, si les valeurs qu'on défend, elles sont intrinsèques à qui on est droit dans ses bottes au final. Exactement. Alors, entre 2004 et 2019, la confiance envers les marques a diminué de 58 à 27%. Une défiance significative marquée par des scandales alimentaires et sanitaires inacceptables pour la jeune génération, donc je dirais plutôt les 18-25 ans. Comment on regagne la confiance des consommateurs selon vous ? Ouais. Du coup, c'est ce qu'on dit déjà, être authentique et en effet faire des choses et le montrer. Et nous, en tout cas, le modèle de Too Good To Go, c'est vraiment aussi de se voir comme un mouvement assez activiste. Donc en fait, on lance des initiatives qui ne sont pas directement liées à notre business. Ouais. Par exemple, le projet éducation. C'est qu'en fait, on va essayer d'aller viser du coup les enfants qui sont à la fois les consommateurs de demain et aussi des prescripteurs auprès des parents. Et donc, c'est fournir du matériel pédagogique aux enseignants, 100% gratuit, 100% digital, pour expliquer le gaspillage alimentaire et sans parler de l'application. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on regagne la confiance, parce qu'on se dit, ok, en fait, ils ont des initiatives concrètes. Exactement, et pour changer le monde, pas seulement juste proposer la solution via l'application, mais c'est changer en profondeur des méthodes de consommation. Frédéric ? Si on revient sur... vous avez déjà pris la parole, non pas en télévision, mais sur le digital. Ça vous a déjà... Vous mesurez à chaque fois un impact sur les utilisateurs, sur les applis ? Ouais, en fait, on voit. Alors après, sur le digital, c'est quand même relativement, on va dire, de l'ongoing. Donc, c'est vraiment stabilisé, toujours d'avoir des nouveaux utilisateurs. Après, en fait, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de reportages télé ou de la presse, en fait, radio ou locale. On est en train de faire, quoi. Exactement. Et là, pour le coup, on voit aussi des énormes pics quand, en fait, on explique justement l'utilisation de l'application et qu'on montre aussi le rapport économique, que, en fait, c'est un tiers du prix. Et en fait, ça pousse aussi des gens, parce que notamment sur tous ces sujets un peu écolo et autres, en fait, on veut voir notre bénéfice individuel. Et du coup, on voit clairement des pics, en fait, de téléchargement. Moi, j'adore vos réseaux sociaux et je les trouve hyper didactiques, mais je me suis posé la question, sont lesquels les plus partagés ? Est-ce que ce sont les recettes ? Est-ce que ce sont les conseils pour apprendre Alors, ce qui est marrant, c'est un des posts les plus vus, c'est vraiment assez classique, c'est le calendrier des fruits et légumes de saison. D'accord. Donc quelque chose qu'on voit assez récemment. En fait, on fait tous référence parce qu'on a envie de manger local et de saison, mais bon, on oublie un peu parce qu'en fait tout est disponible en fait aujourd'hui dans les magasins. Et en fait, l'avoir sur son frigo et le regarder en permanence, en fait, ou sur son téléphone, c'est vrai que c'est un des posts qui marche le plus. Merci beaucoup Sarah Choureiki d'avoir été en plateau avec nous. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca, Bonjour ravie de Margot. vous retrouver.
Vous allez nous parler de la nouvelle campagne de Ouigo, l'offre low cost donc de la SNCF. Pour promouvoir les petits prix de voyage vers la montagne, la SNCF a réalisé une campagne très particulière avec l'agence Rosa Paris. Ouigo a en fait piraté les webcams des stations de ski. Vous savez, sur les pistes, il y a des webcams qui retransmettent en direct et 24 heures sur 24 les pistes sur les sites internet des stations. Et depuis mardi et pendant 5 jours, il y a devant ces webcams des panneaux avec des phrases comme « pour 10 €, passez de l'autre côté de l'écran » ou encore « arrêtez de surfer de chez vous, surfez ici », un moyen d'inviter les internautes à prendre le train pour partir en vacances. On écoute le directeur général de Ouigo, Stéphane Rabbach. Il va dans les Alpes, à Bourg-Saint-Maurice, et qui propose en fait beaucoup de trajets à 10 € pour pouvoir rejoindre les Alpes. Et donc on voulait soutenir ça et notamment conquérir les jeunes qui sont une de nos cibles sur lesquelles on souhaite se focaliser. Ils sont déjà 30% dans Ouigo. Et quand on veut partir au ski, souvent on se dit aussi mais quel temps il fait, est-ce qu'on va avoir du beau temps, et est-ce qu'il y a de la neige, etc. Et donc ces webcams, elles sont là depuis un moment, et les stations de ski les utilisent aussi pour donner plus de visibilité. Alors on s'est dit que c'est une façon décalée de pouvoir faire tout cela et de susciter un peu le buzz. Et on voit que ça fait le buzz. Ça se viralise en fait. Et donc sur les réseaux sociaux comme sur TikTok ou Instagram, on voit que ça se transmet en fait. Voilà. Et dans le communiqué de cette campagne, encore une fois, l'aspect écologique est mis en avant. Je cite, « Il n'y a pas plus économique et écologique que le train ». C'est vrai que les voitures représentent 50 à 80% du bilan carbone d'une station à elle seule. Frédéric, vous la trouvez innovante, cette campagne ? Innovante, pas forcément, sincèrement. C'est pas le mot pour vous. Mais non, elle est maline et surtout elle est bien écrite. Et ça, c'est une caractéristique de l'agence Rosa Paris, qui, vous vous souvenez, c'est eux qui ont mis ces mots sur les emballages Monoprix qui nous font toujours rire. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Eric, ça marche ce genre de campagne sur les réseaux sociaux ? Pour moi, on est dans la définition exacte du mème. Donc, c'est tout à fait un langage digital. Prendre un décor existant et le transformer, ça incite à regarder la pub et à pas scroller. Rebecca, après Dior, Nike et EA Sport, le footballeur Kylian Mbappé devient ambassadeur monde de la marque de lunettes Oakley. La marque reprend son slogan « Be who you are », soit qui tu es, dans une vidéo assez stimulante. En fait, la campagne veut montrer que tout est possible avec travail et persévérance et souhaite mettre en avant le parcours du jeune footballeur de 23 ans avec des images d'archives de lui quand il était petit. Il a grandi en jouant au foot dans la rue. Il ratait les buts jusqu'à ce qu'il ne les rate plus. Il regardait les meilleurs jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Vous voyez, ce n'est pas le destin qui a construit son futur, c'est lui-même. Il a choisi de construire un futur plus grand que le football pour inspirer les autres à croire en eux-mêmes comme lui. La campagne met donc en évidence l'histoire d'un garçon né en banlieue parisienne et qui décroche une victoire en Coupe du Monde. Et pour, je cite Kylian Mbappé, aider à inculquer cette conviction de rester fidèle à vous-même. La vidéo a fait près de 5 millions de vues sur Instagram en quelques jours. Et cette semaine, c'est l'appli dont tout le monde parle, Élise, le Tinder de la présidentielle, qui apparemment interroge tout de même. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'appli Élise propose aux internautes de liker des propositions de campagne pour leur donner le nom du candidat à la présidentielle qui leur ressemble le plus. Un succès énorme puisqu'elle dépasse le 1 million d'utilisateurs alors qu'elle est dispo depuis début janvier seulement. Mais bémol, la collecte des données personnelles inquiète la toile. On écoute son cofondateur qui s'est exprimé sur BFM TV. D'abord, on veut rassurer tout le monde, les données sont d'une part anonymes, on ne collecte pas de nom, de prénom, d'adresse mail ou de numéro de téléphone, là-dessus vraiment aucune donnée personnelle n'est collectée. Ensuite, les données sont facultatives, vous pouvez très bien ne pas les renseigner, passer l'étape et bénéficier quand même des fonctionnalités de l'application. Et enfin, là aussi on veut être très clair, aucune de ces données ne va être revendue par exemple à un parti politique, à un staff de campagne. C'est vraiment notre but de rester apartisan jusqu'au bout. Charge désormais à la CNIL d'étudier le dossier et éventuellement d'imposer des modifications à l'application. Rebecca, l'événement State of Social 2022, organisé par Mention, a réuni 12 experts du marketing digital afin d'aborder l'avenir du secteur et 3 prédictions en sont sorties. Tout à fait. La première tendance, c'est évidemment le live stream. En 2021, les audiences records de Twitch ou les live streaming ponctuels sur les comptes Instagram d'artistes, de profs et même de journalistes ont permis de vraiment
vraiment rester en contact avec leur audience facilement et instantanément. La deuxième tendance qui est d'ailleurs déjà d'actu, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec les opérateurs mobiles, c'est qu'il va y avoir de nouveaux acteurs sur les réseaux, des secteurs qui normalement sont peu associés à ces plateformes vont s'y mettre. On pourra y voir les services publics, des cabinets d'avocats ou même des médecins. Chacun commence à y trouver sa niche. Et la troisième tendance qui se généralise, c'est évidemment le snack content, ce qui veut dire le format court et efficace. Chaque marque devra trouver sa vidéo courte et pertinente pour son réseau à l'ère du zapping, boosté par des plateformes comme TikTok ou Instagram. Et une triste nouvelle, Rebecca, pour le monde du cinéma, mais également pour le monde de la publicité. L'acteur Gaspard Ulliel est mort tragiquement cette semaine suite à un accident de ski à la station de la Rosière, en Savoie. Parallèlement au cinéma, il menait une carrière de mannequin et c'était l'égérie des spots de pub pour le parfum Chanel également. La trop courte carrière de Gaspard Ulliel, disparu ce mercredi 19 janvier à l'âge de 37 ans, aura été marqué par plusieurs rôles forts, mais le cinéma n'est pas la seule raison pour laquelle son visage nous est familier. L'acteur était aussi mannequin et depuis 2011, il était à l'image de la marque Chanel pour son parfum bleu. I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Bien expected. Bleu de Chanel. Et évidemment, nos pensées à sa femme, son fils et tous ses proches. Oui, on pense très fort à eux. Merci Rebecca, c'était très clair et concis. Et chaque semaine, on prend le temps de comprendre les nouvelles tendances du secteur. C'est l'heure du décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Laurent Landel, bienvenue. Bonjour Margot. Vous êtes le président de Bonial en France. Exactement. Pour rappel, Bonial est une filiale du groupe Axel Springer. Vous êtes le leader du Drive to Store et aujourd'hui, plus de 400 grandes enseignes en Europe vous font confiance. Et pour commencer l'année 2022, vous avez réalisé une étude sur le rapport des professionnels du secteur de la distribution avec la digitalisation des catalogues publicitaires. Et cette étude a été menée auprès de 204 décideurs du retail. Tout d'abord, quel est le but de cette étude? Pourquoi l'avoir mise en avant? Oui, alors en fait, le sujet des prospectus papier et de leur digitalisation, il est au cœur de l'actualité. Vous avez vu sans doute qu'hier, Carrefour a mis en place l'arrêt de la distribution des prospectus dans quelques villes, notamment Paris et Lyon. Et on sait depuis assez longtemps, au travers de plusieurs études, que les consommateurs, eux, ils sont prêts à cette transition. Ils sont 7 Français sur 10 à vous dire qu'ils sont tout à fait prêts dès demain à parcourir les prospectus et les catalogues sur le web et sur les mobiles. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais tellement posé la question aux distributeurs qui sont pourtant un tout petit peu concernés par la question. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer cette étude. Et on a la chance d'avoir effectivement 200 dirigeants d'enseignes, direction marketing, qui ont accepté de répondre à nos questions pour qu'on puisse prendre un peu le pouls du secteur et comprendre comment est-ce qu'eux envisagent cette transition depuis le prospectus papier qui est très installé auprès des Français et d'ailleurs auprès des distributeurs vers le digital. Frédéric? Ouais, parce que moi j'ai vu une autre étude, de vos confrères. Moi c'est comme ça, moi j'ai des études de vos confrères ou concurrents, je sais pas, de Mediapost. Eux, ils distribuent beaucoup de papier évidemment. Et leur étude dit que 71% des consommateurs estiment que les supports imprimés favorisent leur compréhension et la mémorisation de ce qu'on leur propose et que 80% ont déjà agi après, donc en gros étaient en magasin après avoir reçu un courrier. Donc c'est entre papier, digital, au fond ce qui est important c'est le message, non ? Oui, c'est exactement ça. Finalement, peu importe le contenant, ce qui a de la valeur, c'est le contenu. Ce qui a de la valeur dans les prospectus et les catalogues, c'est pas tellement qu'ils soient papier ou digital, c'est surtout ce qu'on va trouver dedans, ces promotions, ces offres dont les consommateurs ont de plus en plus besoin. Vous le savez, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Et il y a de plus en plus de Français qui aiment parcourir ces prospectus pour trouver des idées, pour préparer leurs achats, mais aussi pour certains, malheureusement, pour boucler les fins de mois. Donc, j'allais dire, papier ou digital,
tant que ces prospectus sont généreux, ils continueront à trouver leur public auprès des consommateurs. Ensuite, on ne peut pas nier qu'il y a une tendance de fond. Hein. Cette tendance de fond, c'est la digitalisation des usages. Les gens passent de plus en plus de temps derrière le smartphone. Et la boîte aux lettres, elle, à l'inverse, hein, elle est plutôt en déclin. Enfin, la relation qu'on entretient tous avec la boîte aux lettres aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 15 ans, elle a quand même bien changé. Aujourd'hui, vous avez 30% des Français qui ont apposé un stop pub sur la boîte aux lettres, 19 qui prévoient de le faire. Donc ça fait, à la louche, la moitié des boîtes aux lettres qui ne seront plus accessibles pour les prospectus dans les prochains mois ou les prochaines années. Et puis, il y a le stop pub le oui pub qui est en train d'émerger. Hein. Donc il y a une loi qui a été votée en 2021, mise en application en 2022, où il faut maintenant mettre un autocollant oui pub pour préciser qu'on veut continuer à recevoir des prospectus. Si vous ne mettez pas cet autocollant, vous n'en recevrez plus. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire entre le papier et plutôt, faut se le dire, en faveur du digital aujourd'hui. Et justement, je crois que WePub a déjà été expérimenté aux Pays-Bas. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il en ressort là-bas ? Alors, il a été expérimenté dans plusieurs grandes villes aux Pays-Bas, effectivement, et on s'est rendu compte qu'il y a finalement 25% des consommateurs qui ont décidé d'apposer cet autocollant WePub. Donc, qui ont spontanément revendiqué leur souhait de vouloir continuer à les recevoir, ce qui veut dire par construction qu'à l'inverse, vous avez les 3/4 des boîtes aux lettres qui ne sont plus distribuées. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui se passera en France. On a un rapport particulier en France avec le papier, probablement. Mais il faut effectivement se rendre à l'évidence. Il y a une tendance de fond qui va vers la digitalisation et je ne vois pas tellement de raisons pour laquelle le prospectus papier y échapperait. Eric ? Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, on se sert beaucoup de la pub, je pense, en papier pour faire de l'image et peut-être du digital pour vendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le digital fait plus vendre ? Est-ce que ça provoque plus de drive to store aujourd'hui ? Ouais, alors ce qui est démontré, c'est que finalement, que ce soit en papier ou en digital, encore une fois, ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on trouve dans ces prospectus papier et c'est ça qui va donner envie de se rendre en magasin. En revanche, ce qui est certain, c'est que 51% des distributeurs digitalisent les prospectus et les catalogues, notamment parce qu'ils en espèrent un bénéfice d'image, un bénéfice d'image RSE. Ils savent, ces distributeurs, que la préoccupation écologique, elle est très haute dans, on va dire, la hiérarchie des préoccupations des Français, et ils savent bien qu'ils vont gagner des points de cœur en annonçant et en communiquant sur le fait qu'ils essayent de réduire la distribution papier. Ils sont 58%, les distributeurs, à communiquer auprès de leurs clients. C'est des points de cœur et des lignes de budget en moins, quand même. C'est exactement, et les deux ne sont pas toujours très éloignés, d'ailleurs. Donc oui, c'est tout à fait ça le sujet. Le digital n'est pas non plus totalement propre. Tout le monde sait que ça consomme énormément d'électricité. Totalement. Après, ce qui est certain, c'est que le problème des prospectus papier, c'est pas les exemplaires lus, c'est les exemplaires non lus. Et le meilleur déchet, ça restera toujours celui qu'on ne produit pas. Et donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que le digital a un certain nombre d'avantages. Mais la question des coûts que vous soulevez, elle est absolument centrale. 64% des distributeurs qui digitalisent les prospectus et les catalogues le font aussi par souci d'économie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une inflation franchement violente sur les prix du papier en 2021, plus 30%. Quand le budget prospectus papier chez un distributeur, c'est la moitié du budget, ça fait mal. Et donc, voilà, c'est une raison supplémentaire pour les distributeurs d'essayer de continuer à diffuser ces offres, parce que pour le coup, elles savent qu'elles sont essentielles pour faire venir les gens en magasin, mais d'une manière peut-être plus propre aux yeux des consommateurs, plus économique et puis sans doute aussi plus efficace. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on voit des disparités au niveau des régions. Certaines sont plus sensibles aux prospectus que d'autres. Ouais. Qui sont ces Français, justement, qui veulent encore recevoir des prospectus ? Oui, alors on voit effectivement des différences notables, notamment, alors d'abord dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, d'abord les boîtes aux lettres sont moins facilement accessibles, souvent les populations sont beaucoup plus digitalisées, probablement aussi plus sensibles à la cause environnementale, et donc on voit beaucoup plus de stop pub dans ces zones-là que par exemple dans le Nord, où on sait que dans le Nord, les gens sont très attachés aux promos, mais aussi au support papier. Donc on va voir comme ça des disparités par région. Mais la tendance de fond, elle est la même. Les Français ont besoin des promotions, ont besoin des offres des distributeurs pour se faire plaisir, mais aussi pour boucler les fins de mois. Et il faut reconnaître que le digital présente pas mal d'intérêt. Merci beaucoup Laurent Landel de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à nos experts du secteur, Frédéric Roy, Eric Jaoui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et on aura le directeur France de TikTok la semaine prochaine. À bientôt. Hebdocom sur BFM Business.